Ok, donc dans la partie 3 de Deep Learning, on va parler des PCFG, qui sont des Probabilistic Context Free Grammar. En fait, c'est la continuation de ce qu'on a vu dans la partie 2, où ça parlait un petit peu des rappels d'automatisme et de Dikduk et Dukim. Donc là, on crée une grammaire. On va utiliser nltk.pcfg.fromString, et c'est comme ça qu'on définit cette grammaire. À la fin, on ferme le string. Et on va lui donner à chacune des déclinaisons de chaque Mishtané, par exemple là le Mishtané S va avoir soit NP soit VP, on va dire que cette déclinaison là elle a une probabilité de 1. Et donc ça veut dire que c'est sûr qu'elle arrive. Par contre, tu vois, par exemple, si dans S, on rentre dans S et on va dans VP, alors en VP, on en a 3. C'est quoi la probabilité que S rentre dans cette déclinaison, ou dans celle-ci, ou dans celle-ci? Alors on a défini que la probabilité que VP utilise cette déclinaison, elle est de 0,4, la probabilité que VP utilise cette déclinaison 0,3, et la probabilité qu'elle utilise celle-ci 0,3 aussi. Maintenant, il faut faire attention que là, ce même Ishtané, au final, il faut qu'on ait bien 1, une probabilité de 1 si tu additionnes toutes les probabilités. Donc 0,4 plus 0,3 plus 0,3, ça fait bien 1. Pareil, par exemple, à la fin, on a NP, NP, 0,8, 0,2. Pourquoi tout ça? Parce que quand on va faire, on va appeler la fonction nltk.viterb parser et on va lui rentrer la grammaire qu'on vient de définir. On va la stocker dans un viterb parser. Et du coup, quand on va faire un for each, un for tree in viterb parser.parse, on va parser la grammaire qu'on lui a donnée. On va lui donner les mots en question, donc Jack, So, Telescopes. On va imprimer le tree. Il va nous sortir la déclinaison la plus probable avec sa probabilité. Donc là, en l'occurrence, la déclinaison la plus probable, c'est Jack, So, Telescopes, avec une probabilité de 0,064. Ok. Donc là, on va voir un autre exemple. On lui donne un autre Dikduk avec d'autres probabilités de déclinaison. Et on voit que là, par exemple, on peut avoir plusieurs résultats. Donc, là, en l'occurrence, on a affiché la probabilité la plus élevée, et là, on peut afficher aussi les autres déclinaisons. Donc là, par exemple, on peut calculer que la déclinaison de Day ate spaghettis with meatballs, elle soit de 0,0108. Par contre, là, on voit que c'est la même phrase. Day ate spaghettis with meatballs. La probabilité, elle est de 0,0288. Donc, plusieurs choses. Premièrement, on voit que cette probabilité, elle est plus élevée que cette probabilité. Du coup, cette déclinaison est plus probable. Et deuxièmement, on a les mêmes mots dans le même ordre. C'est la même phrase, sauf que la signification n'est pas la même. Et ça, on voit en fonction des labels qu'on a assignés à chaque mot. Ok, par exemple, là, tu vois, on a spaghetti, c'est un nom propre. Spaghetti, ici, nom propre, ok. Et ensuite, on a laisse-moi checker. Bref, je sais pas comment ils ont décliné avec les labels. En tout cas, il y en a un qui veut dire qu'on a mangé des spaghettis et on a aussi mangé des meatballs. On a mangé des spaghettis avec des meatballs. Et il y a un autre qui dit on a mangé des spaghettis avec des meatballs, genre au lieu d'utiliser une cuillère, on a utilisé des meatballs. Tu vois, il y a plusieurs interprétations. Donc, donc là, on a une telle interprétation qui a cette probabilité et une autre qui a cette probabilité. Te dire quelle est l'interprétation, je ne sais pas exactement, c'est en fonction de ces signes. Ok. Ensuite, on a Core NLP, qui est une librairie de Stanford qui est écrite en Java et qui peut être appelée avec différents programmes des langages de programmation, including Python. Le Core NLP is more powerful than LTK. Donc ouais, NLTK, c'est utilisé pour les petits joueurs comme toi et moi. On peut utiliser Core NLP, c'est une meilleure librairie qui a des grammaires, une meilleure base de données de grammaire, une meilleure dependency parsing, etc. Il y a beaucoup plus d'avantages. Après, je sais pas si c'est utile pour nous à notre niveau. Donc comment on fait pour load une grammaire? Des fois, on veut créer notre grammaire par nous-mêmes, comme on l'a fait ici. Sinon, on peut tout simplement utiliser des grammaires qui existent, qui ont déjà été codées avec des bonnes probabilités, etc. Ça se télécharge ici. Ok.
Ok. Dependency parsing, c'est un autre moyen de parser les mots. Tu vois qu'il y a une sorte de relationnel d'un mot à l'autre. Et du coup, the cow jumped over the bright moon. Et ben, il établit, c'est un moyen d'établir des liens entre deux cow. Cow, c'est le déterminant de deux. Jumped, c'est le nom qui est associé, pardon, cow, c'est le nom qui est associé au déterminant de. Jump, c'est le verbe qui est associé au sujet, au nom sujet cow, etc. Et en fait, ça permet d'avoir des meilleures relations entre les mots pour avoir la phrase la plus probable possible. Ok. Donc voilà, sur encore un NLP, c'est plus il y a il, c'est un algorithme plus il y a il que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ça s'appelle comme ça. Voilà, on n'a pas trop besoin. Là ici, on a une démo. C'est pas très utile pour l'instant. Sentiment analysis, c'est un truc de fou quand tu penses. Et parfois, une phrase, elle peut avoir une intonation, un sentiment. Par exemple, quand voilà, t'as des positive reviews et t'as une critique review, une review de merde et une bonne review. Comment l'ordinateur il va déterminer si ça c'est une bonne review sans les étoiles, juste tu lui donnes ce texte. Et quand il va déterminer que ça c'est une mauvaise review, il faut lui permettre il faut lui donner des kelim en fait pour lui permettre de déterminer ça c'est pas très bon, ça c'est très bon. Donc comment on fait? Alors on veut savoir si c'est positif ou négatif. Pareil donc ça c'est des exemples de review pour les téléphones, pour les caméras, ok. Comment on fait un LTK? Ça s'appelle comme ça l'histoire, ok. Et on va voir en fait que on appelle from nltk.sentiment.vader import sentiment intensity analyzer. SNA est égal à Sentiment Intensity Analyzer, SNA.Polarity Scores de Movie Was Great. Donc là, tu rentres la phrase que tu veux analyser, dont tu vas analyser le sentiment. Et ça te renvoie en fait le score de cette phrase. Donc le score de cette phrase, il est positif à 0,594, négatif, neutral à 0,406 et il est négatif à 0,0. The movie was great. La librairie analyse bien que c'est pas négatif, c'est positif. Et le compound, c'est un truc que tu regardes. Plus il est proche de 1, plus c'est positif. Plus il est proche de moins 1, plus c'est négatif. Donc là, le score compound, c'est 0,65 qui est plutôt positif. Ok, pareil, on va faire avec un autre truc. I like the book, especially the ending. Donc c'est quoi I like the book, especially the ending? C'est positif, il a aimé le truc, surtout la fin. Donc neutral 0,141, négatif 0, compound c'est un peu moins positif que the movie was great, et pareil ici un peu moins positif. Ok, du coup on va faire un troisième de staff were nice, un troisième exemple pardon, de staff were nice but the food was terrible. Donc là, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Le staff il était cool, mais la bouffe elle était dégueulasse. Donc il y a un peu de négatif, un peu de positif. Alors comment l'ordinateur il analyse cette histoire? Il dit que c'est moins 0,5023. C'est-à-dire que c'est plus négatif que positif. Et effectivement, quand on voit négatif 0,318, positif 0,146 et neutral à 0,5. Donc voilà, ça te permet de déterminer le sentiment d'une phrase. Donc comment ça marche? Donc on utilise, il y a plusieurs moyens. Soit on utilise des bag of words, comme on a vu en Naive Bayes, c'est-à-dire que juste tu vois par exemple, tu comptes le nombre de mots et tu dis voilà, it wasn't good, it was actually bad. Ça veut dire le truc c'est it wasn't bad, it was actually good. C'est pareil vu que tu comptes simplement le nombre de mots. Donc tu vois tu peux intervertir good et bad dans cet exemple et du coup ça t'aide pas trop. Du coup c'est pas le meilleur moyen un naive Bayes. On peut faire combine negation with the next word, par exemple not good on peut le transformer en not good, not bad. Donc là on va voir un contre-exemple pareil. Most of the story, et ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu vois NT good, not good ou NT bad, tu dis ça c'est équivaut à pas bien, ça aussi, tu transformes le NT en not et tu fais des associations not bad, not good, not etc. Et il y a un problème, par exemple quand on a la phrase most of the story was very good, though parts of it were not as good, est-ce que voilà, c'est bien, c'est positif, pourtant on utilise not good. Most of the story was very good. Ok, la plupart de l'histoire était vraiment bien que des parties de cette histoire though part of it were not as good.
bien que des parties de cette histoire n'étaient pas aussi bien. Ok, donc not good et very good, slightly good. Comment tu voilà, en fait, comment tu fais quand ta not as good, tu vois que ces not et good ils sont pas collés, donc c'est un problématique. Ou bien very good, c'est supérieur à slightly good, donc t'as pas ce moyen d'avoir une échelle de est-ce que very good c'est mieux que slightly good. Ok, c'est juste une histoire tu détermines combien de not good, combien de trucs. Tu peux utiliser des bags of n-grams, comme on a vu c'était quoi les n-grams. Sinon, tu as des autres machine learning méthodes, c'est ça qu'on va utiliser, comme deep learning, depending on the size of the data. Donc, tu vas entraîner la machine à détecter. Donc, pour ça, on va utiliser la librairie TensorFlow. Alors là, 1.x, il nous a expliqué la différence avec la 2.x. C'est que là, 1.x, tout est low level, c'est-à-dire qu'on va vraiment devoir rentrer dans les détails pour écrire, etc. Alors que dans la 2.x, tu as juste à faire point learn, tu vois, ou point train, et ça te l'apprend tout seul en fonction des données. Lui, il veut vraiment nous faire chier à rentrer dans le low level et comprendre comment ça marche. Donc c'est pour ça qu'il nous a forcé à utiliser TensorFlow 1.x. Donc ça, c'est les trucs, voilà, c'est des informations sur TensorFlow, open source, machine learning, ça marche sur tel ou tel OS, comment tu l'installes depuis ce site, etc. Donc on va rentrer un peu dans le code TensorFlow. Il y a ce qu'on appelle les constantes, à ne pas confondre avec les variables qu'on va voir tout de suite après. Les constantes, alors déjà de base, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va import tensorflow.compat.v1 as tf et on va faire une autre ligne tf.disable v2 behavior. Ça va nous permettre d'importer TensorFlow comme en TF et ça va utiliser quand on utilise cette ligne là, on est obligé d'importer ça nous importe TensorFlow 2.x. Sauf que nous on veut pas utiliser 2.x. Il a dit qu'on voulait utiliser que 1.x. Du coup quand on fait tf.disable v2, et on se retrouve qu'avec les fonctionnalités de TensorFlow 1.x. Ok, donc là on va créer une constante a à laquelle on va attribuer le int 3, enfin le nombre entier 3. Et du coup, quand on demande à quoi vaut 1, mais il ne nous renvoie pas 3. Il nous envoie, c'est un type de tf.tensor, c'est un objet tensor, const 0, shape, etc., dtype int 32. C'est ça que ça nous envoie. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on fait b est égal à tf.constante 4? Pareil, on crée une constante b de la même manière, et qu'on va créer un c qui est égal à a fois b. Quand on demande à quoi est égal c, ça ne dit pas que c'est égal à 3 fois 4, 12. Ça nous dit que c'est un objet tensor de type mul de point O. Donc là, on avait une constante, là, on a une multiplication, etc. Shape, et quand on va faire print C, ça va nous afficher ça. Pareil. Comment on fait pour imprimer, en fait, la valeur de C? Il va falloir qu'on crée une session. On va appeler cess, on va faire tf.session, et on va la run. Donc quand on va run cette session, on va faire cess.run A, ça va nous donner 3. Si on fait cess.run C, ça va nous donner 12. Donc tout ça, c'était pour les constantes. En TensorFlow 2.x, ça va nous print C, ça va marcher. Ok, dans TensorFlow 2.x, on n'utilise pas les sessions. Ok. Variable, c'est pas exactement comme des constantes, parce que les constantes ne changent pas, alors que les variables, elles sont amenées à être changées. Okay. Donc on va créer var1 est égal tf.variable, on va lui donner 3. Quand on donne var1, pareil, ça nous donne c'est quoi les informations, etc. var2, on va créer pareil. Quand on va faire c2 est égal à var1 fois var2, si on lui demande c2, il va nous donner pareil que c'est un type de multiplication. Bon là, on a mul backslash 1, ça doit être un type pour les variables. Avant, on avait mul 2.0, on n'avait pas le backslash 1, enfin le underscore 1. Et du coup, voilà, c'est juste un type différent. Et quand on va faire cess.run, on va initialiser tf.globalVariables initializer. Là, on va initialiser les variables. Et on va run var1, ça va nous donner 3. Si on fait cess.run c2, ça fait 12. Mais là, on est obligé d'initialiser les variables quand on run histoire. Simple counting programme, donc là on va faire un programme simple qui compte, donc import TensorFlow, on disable les v2 behavior, x est égal à tf.variable, on crée une variable x, on lui met 1, on va créer un step, une constante qui contient 2, et on va faire une fonction, ça c'est un update, ça va être une fonction qui va assign, ça fait quoi? Ça fait foo x plus step dans x, ok, donc x va être égal à x plus step, et on crée une session. On va faire session.run tf.globalVariable initializer pour initialiser les variables. Assigns,
Assign return the value after assignment, ok. Pour i dans le range 4, donc on va faire i égale 1, 2, 3, 4, une loop de 0 jusqu'à 4, print cess run update. Et du coup, on va imprimer la session qui va run à laquelle on va donner update. Donc on va vouloir imprimer le update. Et du coup, ça va nous faire 3, 5, 7, 9. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on imprime 2 par 2 x. Notre update, il devient... ouais, c'est ce qu'il a expliqué ici. Comment ça marche le assign? Tu as un x et le step, et là, tu as le update. Tu vas faire assign x plus step, il va prendre x, il va prendre step, il va faire plus, et il va le remettre dans x. Mais quand tu vas appeler update, alors tu auras quand même la valeur de x, ok, parce qu'on a fait update égal à ça. Du coup, ça va nous imprimer 3, 5, 7, 9. Quand tu fais 16.run update encore, ça te montre 11. Si tu fais 16.run, ça te modifie pas, ça te met la run x, ça va t'afficher la variable x. Et quand tu vas faire 16.run def.global variable initializer, ça va te réinitialiser à la variable de base qui était à 1. Ok. Data, modèle, loss, algorithme. Donc voilà, c'est quoi pour faire un modèle, pour faire apprendre à une machine, on a besoin de ces 4 choses, de données, d'un modèle, style linéaire ou logistique, d'une fonction loss, on a vu ce que c'était, qui va permettre de minimiser l'erreur, et l'algorithme, nous en l'occurrence, on va utiliser le gradient descent tout le cours. Ok, donc là par exemple, on va voir comment ça se passe. On a nos données qui sont des tableaux avec des x et tableaux des y, qui sont des points en fait. On a un modèle hypothétique, on dit que c'est h de x est égal à wx, ok, donc une droite. Et la fonction loss qui est déterminée par moins 1 sur m sigma, comme on avait vu, h de x moins y au carré, ça c'est toutes les infos qu'on avait vues sur linéaire et logistic regression, plus linéaire je crois même. À revoir si on se rappelle pas comment ça marche. Et algorithme, c'est un gradient descent, donc le gradient c'était ça. Là parfois on a même divisé par 2m comme on avait vu. Et on a le alpha de ce qui est notre pas, qui va être égal à 0,001 ici. Et à chaque fois, en fonction de en fonction des étapes, on va updater notre W, de telle sorte à le faire W qui est égal à W moins alpha plus le gradient de W. C'est comme ça qu'on va entraîner notre W. Et du coup, on apprend comment ça se passe au niveau code. tf.questionGradient, on définit des fonctions de loss, donc fonction loss, qui reçoit un w, un x et un y, et à l'intérieur on va aussi définir une fonction gradient qui reçoit un delta, et ça c'est simplement le code de comment du gradient et de la fonction loss. Ok, c'est ce que ça return, on rentre pas trop dedans, voilà. Pardon, j'ai eu un coup de fil. Et x, ça c'est notre donnée, on va créer un tableau de constantes x et y underscore, et on va créer aussi un w qui est une variable de 0,1. Et c'est pas 0, c'est une petite variable. Et on va créer notre fonction loss, notre loss, il va contenir quoi? On va appeler la fonction loss avec nos données, avec notre x, y et w. Et notre gradient loss, il est égal à tf.gradient loss w. Donc on va passer dans le gradient loss, notre loss et notre w, et on va update avec la fonction gradient descent optimizer. Donc on va faire tf tensorflow.train.gradient descent optimizer. On va le laisser gérer toute cette histoire de minimisation du loss. Donc on va nous donner, lui passer notre pas, .minimize, et ce qu'on veut minimiser, c'est notre loss. Ensuite, on crée une session, tf en session, on run l'histoire, on initialise les variables, là on va l'entraîner 400 fois, et à la fin on fait princess.run w grad loss update, et ça nous a affiché toutes ces infos là, princess.run w. Donc ça nous donne quoi comme résultat? Ça nous donne ça. Donc qu'est-ce qu'on a imprimé? On a imprimé le w, le gradient loss, le loss et l'update. Donc voyons voir. Donc ça c'est notre W, on voit que il va tendre vers 2, et effectivement quand tu retournes dans les données, on voit qu'à chaque fois les X correspondent à 1 demi de Y, donc c'est plus ça ressemble à une droite d'équation Y qui est égale à 2X, donc ouais on se rapproche
on se rapproche de 2,001, après tant de décès. Ça, c'est notre gradient. Notre gradient, il va tendre vers 0. Rappelle-toi qu'on avait une sorte de parabole comme ça, il fallait qu'il tende vers, qu'il aille tout en bas, le gradient. Donc, plus il tend vers 0, plus c'est médouillac. Et pareil pour le, comment ça s'appelle? Pour le loss, moins t'as d'erreurs, plus ça tend vers 0. À un moment, ça descend plus trop parce que t'arrives ta droite que tu as déterminée, tu peux, voilà, tu peux pas, elle peut pas être exactement médouillette, elle peut pas passer par tous les points. Du coup, elle peut pas être égale à 0. Et update, none, je sais pas. Ok, donc ça, le même code qu'on vient de voir, il y a moyen de le faire de manière plus simplifiée, comme ça, sans tout le bordel de définir la fonction loss et gradient. Tu peux tout simplement utiliser train.gradient descent optimizer et reduce.min. C'est pareil. C'est juste tu rentres pas en détail dans les fonctions, la définition des fonctions. Ok, donc parfois on va pas utiliser des variables, mais on va utiliser on va pas utiliser, comment expliquer? Les placeholders, c'est quoi? C'est par exemple quand tu as énormément de données, admettons que tu aies 1 milliard de points, ok? Déjà, il faut les stocker dans l'ordinateur. Si jamais tu crées un tableau d'1 milliard de points, même si tu as la place, bah, ça te prend une tonne de temps pour computer toutes les moyennes et toutes comment ça s'appelle, les dérivées, etc. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des placeholders et c'est comme des nodes. Alors, au début, elle contient rien et elle est de taille 1. On crée 2 nodes, en fait, si tu veux, de placeholders et on va les updater en fonction. Donc, on va faire, en fait, comment ça se passe, par exemple, dans le big data, ils calculent, ils s'entraînent sur des parties de la donnée et à la fin, ils rejoignent les résultats de leurs entraînements. Ok? Et du coup, tu vas me dire quoi? À chaque fois que tu vas faire un entraînement, tu vas recommencer à 0. Tu as fait un entraînement, par exemple, tu as 1 milliard de données, tu t'es entraîné sur 400 000, les 400 000 d'après, tu vas recommencer à 0. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un saver. Un saver, c'est quoi? Ça te permet d'enregistrer ce que tu as appris, ok, et de retourner à une étape précédente de load, en fait. Tu as le save et tu as le load. Enfin, ici, c'est restore. Et parfois, bah, comme admettons tu as 1 milliard de données et tu t'entraînes sur 400 millions de données et après bah, les 400 millions de données, il y a des données corrompues, ça t'a tout foutu ton modèle. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais un heureusement que tu as fait un saver après les 400 millions, tu fais un restore et du coup bah tu peux retravailler avec de nouvelles données et pas recommencer depuis tout le début. TensorBoard, il n'est pas trop rentré dans le mec, c'est juste tout ce qui est graph, comment voir les résultats, mamache de ce qu'on cherche, de nos entraînements, etc. C'est tout pour aujourd'hui.